Julie Djungelov, bonjour. Bonjour. L'École des médias en Haïti est ravie de vous recevoir dans le cadre de la 7e édition du mois de la presse. Vous êtes une grande reporter chez France 24, où vous travaillez, je crois, depuis 2011. Tout à fait. Donc, vous couvrez essentiellement l'actualité internationale, avec une expérience axée particulièrement sur les conflits au Moyen-Orient et au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne, entre autres, et aussi les crises migratoires, les grands enjeux électoraux. Vous avez obtenu un master international à la Sorbonne. Et aussi, vous avez fait des études en journalisme Oui, à l'Institut des hautes études de communication sociale à Bruxelles. Je crois que vous êtes donc belge tout à fait. aussi. Voilà. Donc, étant que journaliste, votre travail est reconnu et distingué, notamment pour Libye, Piège infernal, où vous avez reçu le prix, je crois, One World Media Award. Et aussi, vous avez eu le deuxième prix Bayeux Calvados Normandie en 2020. Et c'est tout un parcours couronné de succès. Et Pre- aujourd'hui, on est vraiment très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Je viens de l'évoquer tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans la couverture de l'actualité internationale et des grands conflits mondiaux. Mhm. Pour commencer, j'ai envie de vous demander quel est donc votre regard sur les bouleversements géopolitiques actuels. Actuellement, j'ai l'impression que c'est la carte du monde qui se redessine. Vous l'avez dit, j'ai beaucoup couvert le Proche et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, tous les équilibres sont en train d'être rebattus, tel un jeu de cartes où on remet complètement les choses à plat. Il y a évidemment la chute de Bachar al-Assad en Syrie, il y a la guerre actuelle en Iran, il y a ce qui se passe au Liban, il y a ce qui se passe à Gaza, il y a ce qui se passe en Cisjordanie, il y a ce qui se passe en Israël. Et donc tout ce coin du monde est en train d'être totalement redessiné sans que l'on sache aujourd'hui à quoi cela va ressembler, parce qu'on est encore à un moment de bascule, d'extrême violence. Et donc évidemment, en tant que journaliste, c'est à la fois particulièrement intéressant de le couvrir. Euh, Aussi, ça crée beaucoup d'interrogations parce que c'est vraiment énormément de peuples qui aujourd'hui sont sous les feux de différentes armées. Et puis, il y a un rééquilibre aussi mondial du fait de la présidence de Donald Trump qui a déclenché cette guerre en Iran et qui a capturé Maduro au Venezuela, qui est un homme qui n'est pas prédictible. On ne sait pas quel sera. C'est difficile de lire Donald Oh, il Trump. est Souvent, imprévisible totalement complètement. imprévisible. Il y a beaucoup de gens qui me demandent mais qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Personne n'en sait rien. Je pense que même Donald Trump ne le sait pas lui-même. On a une Russie avec Vladimir Poutine qui est intraitable. On a une Chine qui est très forte. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, beaucoup de conflits latents. Et donc, c'est vrai que c'est un moment, je trouve, qui est. On dit souvent à la rédaction, ça ne s'arrête jamais. Ok. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est arrivé à reprendre une bascule? Parce qu'avec cette réconfiguration des cartes géopolitiques et aussi avec une sorte de réorganisation des blocs qu'on a vus, Mm, etc., des blocs de sud, de mm, nord, mm. est-ce que je sais que pour la journaliste que vous êtes, vous venez de le dire, c'est intéressant Mm, sur le plan factuel, sur le plan d'actualité, mais pour la personne que vous mm, êtes, est-ce que ça vous inquiète, mm, bien cette sûr. réconfiguration? Je trouve ça. Enfin, il y a pas de quoi se réjouir aujourd'hui, en Ouais. fait. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il y a tellement de peuples en souffrance. J'étais au Liban le mois dernier, où un cinquième de la population est déplacée. On voit tout ce qui s'est passé à Gaza. On voit, voilà, dans toute cette zone, il y a quand même énormément. En Iran, il y a beaucoup de gens qui souffrent également, soit parce qu'ils sont sous la répression du régime de la République islamique, soit parce qu'ils ont été touchés par la guerre américano-israélienne. Donc il n'y a pas de quoi se réjouir aujourd'hui. Quand on regarde un journal de France 24, je pense que c'est très lourd et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on voit que chez les jeunes, il y a une grande fatigue informationnelle parce que en fait, l'actualité mondiale est particulièrement angoissante, sans qu'on sache vraiment de quoi sera fait le monde dans 3 mois, dans un an, dans 10 ans. Ouais. Donc, Sans oublier aussi, ouais, quand même, toutes les problématiques environnementales et cetera, donc c'est vrai que c'est. donc
beaucoup de préoccupations et beaucoup d'inquiétudes aussi. Quand on est grand reporter, on est habitué aux pressions constantes des terrains, je dirais, dangereux. Mais comment on vit en dehors de cet environnement? Mmh. Comment vous vivez en dehors de toute cette pression-là? C'est-à-dire comment je vis quand je suis, Ah oui, ici? en dehors des terrains que vous connaissez la plupart du temps. Alors, quand on est, grand reporter, il y a une partie du travail qui est évidemment sur le terrain et c'est pour ça qu'on vibre, c'est pour ça, qu'on est passionné. Je pense que c'est un métier qu'on ne peut pas faire si on n'est pas passionné, tant on prend de risques aussi, pour notre propre vie. Lorsque je suis, en France notamment, j'essaye, eh bien, j'utilise souvent cette expression, de reset le logiciel. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, en terrain de guerre notamment, c'est des moments particulièrement intenses et donc il faut avoir un temps qu'on prend au retour pour analyser, digérer, réfléchir à ce qu'on vient de vivre avant de pouvoir repartir. Et puis j'essaye aussi de continuer à me documenter, de continuer à être en contact avec mes sources sur place, de sans cesse, être à jour de ce qui se passe parce qu'on peut être envoyé sur le terrain à n'importe Ouais, quel moment aussi. et donc être capable d'être C'est-à-dire même, réactive immédiatement, quoi. même en étant ici aussi, vous avez ce lien-là Bien sûr, avec bien sûr. le terrain qui est très Oui, important. oui, bien Donc, sûr. on va aussi revenir un peu plus tard sur tout ce qu'il peut y avoir aussi comme impact psychologique Mmh. aussi sur vous et le travail que vous faites. Mais vous êtes une journaliste, on peut dire globetrotter, Mmh. donc grand reporter depuis plus d'une dizaine d'années. Justement, comment devient-on grand reporter? Est-ce qu'il y a un parcours type? Non, je pense pas qu'il y ait un parcours type et je pense que j'en suis la preuve parce que, moi, initialement, j'ai fait d'abord des études de lettres, puis des études de droit international et ensuite j'ai fait un master en journalisme parce que je sais en réalité depuis très petite que j'ai envie de faire ça et je savais que je voulais être sur le terrain, je pense que depuis que j'ai 10 ans, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire et donc je suis particulièrement chanceuse de le faire. Après, grand reporter, c'est un peu un titre honorifique. En réalité, je suis reporter au même Ouais, c'est titre que ça. d'autres de mes collègues et donc il faut comment faire? Il faut commencer par faire du reportage, il faut aller sur le terrain et puis après, de plus en plus de terrain, de raconter de plus en plus d'histoires et petit à petit, être suffisamment aguerri pour aller couvrir des terrains de guerre, sans, se poser des questions ne serait-ce que techniques. Est-ce que je suis capable de filmer? Est-ce que je suis capable de monter? Moi, aujourd'hui, quand je suis sur le terrain, j'ai suffisamment d'expérience pour me concentrer sur ma sécurité et pas me concentrer sur la technique ou les choses comme ça. Et donc, être grand reporter, c'est un titre honorifique, qui est donné par un directeur de rédaction pour récompenser une certaine expérience de terrain, et voilà. D'accord. Restons un peu justement dans votre quotidien de grande reporter. Racontez-nous une journée type dans votre métier. Comment Donc, ça se passe? une journée sur le terrain? Oui. Alors, il faut bien savoir que quand on est sur le terrain, on dort très peu. Donc je vais vous raconter une journée type de manière chronologique. Je me lève très tôt le matin, entre 5 et 6 heures du matin. J'ai parfois plus tôt en fonction, voilà, par exemple au Liban, il m'est arrivé de me lever à 4 heures du matin parce que le centre de Beyrouth avait été bombardé et qu'il fallait qu'on aille vite sur place. Donc je me lève très tôt, je regarde les dernières actualités, je prends attache avec ma rédaction pour savoir un peu quel est le programme de la journée pour eux et donc pour moi aussi. Je décide de la zone que je vais couvrir dans la journée. Je prends attache avec, les personnes, qui m'aident sur le terrain, donc mon fixeur et puis parfois des autorités pour savoir si telle route est sécurisée ou pas et puis après on part sur le terrain en sachant à quelle heure on va partir, mais pas à quelle heure on va rentrer. Donc on fait des directs, beaucoup dans la journée pour France 24, puis on tourne des séquences pour faire des reportages et ensuite, en général, on rentre à l'hôtel, aux alentours de, 18-19-20 heures. On continue à faire des directs, on monte le reportage pour qu'il soit envoyé le plus tôt possible à la rédaction. Donc ce qui fait que c'est des journées qui peuvent aller, ça peut être des journées de 20 heures. Ouais, Voilà, c'est des journées très, 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 très denses, c'est très chargé, très justement. chargées. Donc, le quotidien d'un grand reporter ou d'une grande reporter ou d'un correspondant de guerre est fait de risques, de tensions intenses, j'imagine. Mais quels sont les plus grands défis auxquels doit-on faire face dans ce métier et comment on s'y prend? Oui, il faut trouver toujours le juste équilibre entre, le risque encouru et la valeur éditoriale. Il faut se et donc pour ça, on est très bien accompagné à la rédaction parce qu'on a un responsable de la sécurité avec lequel on peut discuter de tout ça. Donc l'enjeu, c'est d'informer le mieux possible nos téléspectateurs, aller le plus loin possible, par exemple, pour reprendre l'exemple du Liban, jusqu'où je peux aller dans le sud du Liban
pour informer mes téléspectateurs sans prendre de risques insensés pour ma vie. Les risques, ils sont pris, soyons clairs. Lorsqu'on est en zone de conflit, évidemment qu'on prend un risque, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que d'être sur place, c'est un risque. Mais juste, est-ce que je prends un risque supplémentaire? Et si oui, est-ce que le jeu en veut la chandelle? Parce qu'en gros, la règle, évidemment, c'est qu'un reportage ne vaut pas une vie. Donc on fait en sorte de toujours être dans cet équilibre, et j'ai la chance pour ça de travailler avec des collègues avec qui on a vraiment des échanges très riches pour trouver cet équilibre-là. Après, ce qui est important aussi, et ce que je remarque, vous l'avez dit, ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier, c'est qu'en 15 ans, la liberté de la presse s'est réduite un peu partout dans le monde, et qu'aujourd'hui, quand on est grand reporter, on est aussi potentiellement une cible, on est menacé parce qu'on est journaliste, parce que parfois il est plus facile de tuer le messager, ou de le capturer, ou de tenter de l'intimider pour le faire taire. Et il y a un certain nombre de pays où aujourd'hui, soit on ne peut plus aller, soit c'est devenu très compliqué de travailler. Vous aviez dit dans une interview que et quand il se passe quelque chose quelque part, vous avez envie d'y aller pour constater les faits. Ouais. Est-ce que c'est un instinct de grand reporter, ça C'est terrible, c'est presque viscéral, c'est presque heu, lorsqu'il y a une énorme actu, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de prendre ma valise et de sauter dans un avion. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier depuis que je suis toute petite, c'est que je vibre pour ça. Ça reste ma passion, j'ai pas de fatigue à faire ça. Mais Alors que comment vous arrivez aussi à faire la part aussi avec votre vie familiale et aussi votre vie professionnelle? beh, Comment faire l'équilibre? je pense que ce métier me rend heureuse. Je pense que c'est très important de s'épanouir professionnellement. Et en revanche, lorsque pour une raison ou une autre, d'un point de vue familial, c'est compliqué, il m'est arrivé par exemple, que mon père soit, dans un état de santé très critique, et que je doive partir en mission, heu, J'imagine, c'est en très compliqué. RDC, bah, je ne suis pas partie. Parce qu'il y a des priorités. Il faut toujours avoir ce dosage-là, justement parce que c'est un métier qui demande une disponibilité, physique, et psychique. Donc être dans une zone compliquée lorsqu'on n'est pas, dans une situation, physique ou psychique, adéquate, c'est prendre un risque supplémentaire, et c'est aussi trouver le juste équilibre familial pour continuer à pouvoir faire ce métier. On connaît que les journalistes, les correspondants de guerre, entre autres, sont très exposés, que ce soit à des dangers physiques, mais aussi psychologiques, à la fatigue et morale, l'usure même du regard. Comment ces problématiques sont traitées par la profession et sont-elles, selon vous, suffisamment prises au sérieux? Je pense que c'est en train de changer. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit qu'un reporter qui rentrait de terrain en disant à ses confrères: «Là, c'était dur, je me sens pas très bien psychiquement», aurait été un peu regardé comme quelqu'un de faible. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La profession s'est quand même largement rajeunie. Les risques psychologiques sont des vraies questions qui sont abordées au sein des équipes. Au sein de la rédaction, par exemple, on a à disposition, une cellule psychologique 24 heures sur 24, et on a une psychologue qui a une expérience des risques post-traumatiques, notamment à la couverture de conflits, qui est disponible aussi sur rendez-vous. Donc c'est déjà quelque chose qui est abordé largement. Moi, je suis formatrice, dans une formation propre à France Médias Monde, qui s'appelle Le Manoir, qui est une formation qui est destinée aux jeunes journalistes qui veulent aller en zone de conflit, et c'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup. C'est-à-dire si on a une fracture, on va voir un médecin et on va, voir ce qu'on peut faire pour réparer la fracture. Beh, si on a une fracture, psychique, il faut consulter. Heu, Moi, je suis assez convaincue que ce qu'on vit lorsqu'on couvre une zone de conflit n'est pas quelque chose de normal. C'est pas normal d'être sous les bombes, c'est pas normal d'être confronté autant à la mort, c'est pas normal d'être confronté à des gens qui sont dans une si grande souffrance, et qu'évidemment, ça nous impacte. Et par conséquent, moi, je suis pour débriefer avec un psy, presque à chaque retour de mission, et je m'y astreins parce que même si j'ai l'impression de me sentir bien, je pense que c'est bien de faire cette démarche. Et donc, lorsque des jeunes journalistes me posent la question, je j'ai aucun tabou là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas en avoir. Je pense que c'est très, très important. On le sait maintenant aujourd'hui qu'il y a des personnes qui souffrent de chocs post-traumatiques. Justement, j'aimerais vous demander comment on se préserve face aux horreurs, la plupart du temps qu'on documente, qu'on raconte. Alors quand on est sur place,
je pense qu'il y a un mécanisme qui se met en place, dans le cerveau. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque j'ai couvert le tremblement de terre en Turquie, il y a quelques années, nous sommes arrivés très, très vite sur les lieux et donc avant même les secours. Ce qui fait que, on a été confrontés à des images terribles, énormément de morts, énormément de gens qui étaient coincés, sous les décombres, qui hurlaient, pour qu'on les libère, avec des gens qui grattaient à main nue sous la neige pour essayer de les libérer. Enfin, c'était très choquant comme image et là, je me suis dit: «Ouh là là, ce qu'on vit, c'est pas complètement normal» et donc on a beaucoup débriefé dans l'équipe pour, discuter de ce que ça nous a de la manière dont ça nous affectait et moi, j'ai cette chance de filmer et je pense que le fait de filmer crée une sorte de filtre entre, mes yeux et la réalité Trop de distance. et lorsque je suis rentrée à la rédaction et que j'ai dérushé toutes mes images, pour les archiver, je me suis rendue compte que j'avais jamais autant filmé que lors de cette mission et je pense que j'ai voulu me protéger, Ouais, bien sûr. en quelque sorte, de justement toute cette horreur. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas impacté, mais je donne souvent cette métaphore. J'ai l'impression que parfois on fonctionne un peu comme un médecin. Je pense qu'un médecin qui opère et alors évidemment nous on sauve pas des vies, c'est pas dans ce sens-là que je fais la métaphore, mais un médecin qui opère, il est obligé de garder une certaine distance. Je pense que si on veut faire bien notre travail, il faut être à la fois en empathie avec les personnes qu'on rencontre, mais toujours être capable de garder une certaine distance pour pas être complètement détruit Ouais. à chaque Et aussi reportage. noyé dans Et l'émotion dans aussi. l'émotion, Justement, ouais, c'est ça. Mais j'imagine que c'est extrêmement difficile de maintenir cet équilibre-là. Donc, il faut il y a savoir le pourquoi on côté est là. émotionnel et le côté professionnel, parce qu'on est humaine, donc Oui, voilà. mais il faut savoir pourquoi on est là. On n'est pas là pour, je veux dire, si on commence à être noyé dans l'émotion et être dans une empathie totale avec la personne avec qui on discute, on ne sera plus capable de faire correctement notre travail. La manière dont on rapportera les faits ne sera peut-être pas la manière la plus objective, qui soit et cetera. Donc il faut toujours garder en tête pourquoi on est là. On est journaliste, on n'est pas une ONG. Il m'est Les arrivé missions sont différentes. voilà, sur la route des migrants, en 2015, il y avait vraiment des flux migratoires très importants et pendant 3 semaines, j'ai suivi, des gens qui étaient dans un état de dénuement, terrible. C'était vraiment très, très triste. Il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes handicapées, qui venaient de traverser des choses, Ouais, horrible. horribles. Évidemment qu'humainement, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est de les aider. Ouais, c'est Mais ça. est-ce que c'est notre rôle? Nous, on est Et la journalistes. plupart du temps aussi, on est impuissant aussi parce qu'on n'a pas tous les moyens Ouais, et les logistiques nécessaires pour exactement. les aider. Et ça serait mentir aussi à nos interlocuteurs de leur laisser entendre Ok. qu'on est là pour les Ah aider. ouais, c'est ça. Et restons aussi un peu dans le regard. Votre formation est partagée entre le droit international et aussi le journalisme, entre autres. En quoi votre formation, justement, en droit, a-t-elle influencé votre manière de raconter les événements? Je me raccroche beaucoup, beaucoup au droit. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on est dans un état de dérégulation totale du monde où parfois, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quelle est la colonne vertébrale. On est face à des dirigeants, que ça soit Donald Trump, Vladimir Poutine, qui, s'assoient totalement sur le droit international. Hem et je pense que, une société dans lequel le droit, n'est pas respecté, devient une anarchie. Donc lorsque je me pose des questions éthiques, déontologiques, d'un point de vue journalistique, j'essaie toujours de me raccrocher au droit. Quel est le droit, en présence? Quel est le droit international? Que dit l'ONU? Donc j'ai 2 boussoles dans ma manière de fonctionner, c'est le droit et les faits et quand les 2 vont dans une direction, je considère que j'ai bien fait mon travail. Donc ça m'aide beaucoup et ça m'aide aussi à bien comprendre les textes, que je lis, que ce soit des textes de droit ou voilà et ça m'aide à bien synthétiser parce que la formation de droit aide à la synthèse. Donc je regrette pas d'avoir fait ce parcours. Ça m'a donné ça m'a mis un peu plus de temps d'arriver au journalisme, mais ça je regrette pas. Aujourd'hui, plus que jamais, le métier de journaliste est de plus en plus Mmh. menacé, soumis à d'énormes pressions, que ce soit d'ordre économique, politique, Mmh. juridique, je Mmh. suis tenté de dire même géopolitique, Mmh. entre autres. Comment informer et raconter le monde à l'ère de la post-vérité? Bah, c'est un peu ce que je disais, c'est que, avec 2 boussoles, il faut déjà, premièrement, avoir bien en tête qu'une opinion répétée 1000 fois ne devient pas pour autant une vérité et ça, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux,
on peut entendre des choses et elles sont répétées, répétées, répétées et à force, un public non averti peut penser que cette chose répétée est forcément la vérité Ouais, puisque tout le monde le dit. ouais. Mais c'est pas forcément une vérité. Et puis, c'est aussi, toujours se rattacher à ces boussoles qui sont le fait, les faits, le droit et pour ça, eh bien, je crois sincèrement que la seule manière de se prémunir de cette ère de la post-vérité, c'est d'aller au plus près des faits, donc d'aller sur le terrain, le terrain, le terrain, le terrain. Et donc moi, c'est pour ça que je vibre encore pour ce métier parce que je suis convaincue qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la post-vérité, la seule différence, c'est d'être sur place. C'est ça. Les conflits contemporains sont aussi des guerres d'images, des récits de propagande. Et que faire quand on est grand reporter pour ne pas devenir un relais, ne serait-ce qu'involontaire, de cette guerre informationnelle? Alors, d'en avoir conscience. Donc la première étape, c'est de vraiment avoir, cette maturité professionnelle, de savoir que lorsqu'on se rend, sur un terrain, on va forcément être en contact avec des personnes qui vont essayer d'influencer le narratif, d'un côté, ou de l'autre, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il faut consulter évidemment ces narratifs parce qu'en fait, ça en dit long sur l'objectif de guerre. Donc, voilà, moi je prends mes sources. Voilà, quand si je suis dans un endroit, je vais aller à gauche, je vais aller à droite et après je vais aller sur le terrain pour interroger la population, et je vais sourcer tout ce que je dis. Le téléspectateur, ça l'intéresse pas de savoir ce que pense Julie Dungoloff. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que pense A, ce que pense B, ce que pense C, que dit le gamin de l'école, que dit, la directrice du centre je sais pas quoi, que dit le médecin. C'est ça qui les intéresse. Donc c'est pour ça encore une fois, c'est, heu, d'être sur place. C'est beaucoup plus compliqué d'analyser ça si on est dans une rédaction. Assis à la rédaction, c'est très compliqué. Quand on est sur place, il y a une nuance qui s'installe et ce dont manque cruellement notre société aujourd'hui, c'est la nuance. Je pense que le terrain apporte cette nuance. Les reportages dans les zones de conflit sont souvent une forme de narration, je dirais, urgente. Comment trouver le bon équilibre entre vitesse de l'information et le précision du récit? Comment vous faites pour ne pas être noyé dans cette vitesse infernale de l'information? Il faut produire le plus vite possible, mais rester fidèle aussi au récit que vous racontez. Il faut garder la tête froide. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il m'est Il y a arrivé, la pression des oui, rédactions mais aussi. en fait, je pense que la rédaction préférera qu'on leur dise: «Écoutez, on a besoin d'un tout petit peu plus de temps», plutôt que de diffuser une information qui sera de moindre qualité. Moi, ça m'est déjà arrivé de retarder la diffusion d'un reportage pour avoir le temps de vérifier, certaines informations. Je pense notamment en Syrie, on avait fait un reportage sur les personnes qui étaient, libérées des prisons d'Assad et on avait besoin de vérifier quelques petites choses et donc on a dit à la rédaction: «Laissez-nous, vérifier», ce qui nous a évité de tomber, dans le piège, de mauvaises informations, que d'autres médias ont pu diffuser et donc on a freiné pour mieux diffuser et d'ailleurs ce reportage, il a été primé à Bayeux. On arrive à la fin de cet entretien, mais juste avant, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'un bon récit de guerre? C'est, je pense qu'une bonne manière de raconter la guerre, c'est d'emmener le téléspectateur avec nous, qu'il comprenne ce que sont en train de vivre les gens. Pour moi, un bon récit de guerre, ça reste quelque chose d'humain. Ouais, Ça m'intéresse pas tellement de raconter que telle armée est là et telle armée est là. Ce qui m'intéresse toujours et quel que soit le lieu où je vais, c'est de raconter ce que vivent les gens, d'être, le porte-voix de gens qui sont en train de vivre quelque chose qui est peut-être le pire de leur vie et donc un les bon conséquences récit aussi de cette exactement, les violence. conséquences humaines et donc pour moi, un bon récit, c'est, un récit à hauteur d'hommes et de femmes. Si vous deviez transmettre une seule leçon aux jeunes journalistes qui veulent couvrir les crises géopolitiques et les conflits armés, quelle serait cette leçon? Alors je pas la prétention de penser que je peux donner des leçons, mais si je devais transmettre quelque chose, c'est, ma passion du terrain, de dire aux jeunes: «Si vous voulez faire ce métier, eh bien, déjà, c'est un magnifique métier. Ne vous découragez pas, même si c'est de plus en plus difficile de le faire. Faites-le au plus près des gens, au plus près du terrain. Ne vous laissez pas, manipuler, par le clic ou le buzz. C'est pas pour ça qu'on fait ce métier, c'est pas pour du clic ou du buzz. C'est pour transmettre quelque chose qui est de l'ordre des faits et de la vérité et que si on le fait, dans ce sens-là, je pense que c'est un métier qui est très utile et passionnant. Julie Dinkelhoff, merci. Merci à vous.